Le mystère du col Dyatlov. Ce qu'ils ont vu avant de mourir va vous glacer le sang. 9 experts de la survie retrouvés massacrés dans la neige, les os broyés, sans yeux et sans langue. Ils n'ont pas été tués par des humains. Voici le plus grand cauchemar de l'histoire du vrai crime. Février 1959. 9 randonneurs sont découverts sans vie dans l'Oural. Leur corps raconte une histoire cauchemardesque. Plusieurs ont le crâne fracassé avec la violence d'un grave accident. D'autres n'ont plus d'yeux. Et l'une des victimes a la langue arrachée. Détail terrifiant, leurs vêtements sont irradiés. Qu'est-ce qui a poussé ces sportifs aguerris à lacérer leur tente de l'intérieur, fuyant dans la nuit par moins 30 degrés vers une mort certaine et sans même porter de chaussures? Dirigé par Igor Dyatlov, un brillant étudiant de 23 ans, l'expédition regroupait des experts des environnements extrêmes. Leur objectif audacieux était l'ascension du mont Otorten, dont le nom signifie étrangement « n'y allez pas » en dialecte mandsi. Tout avait commencé dans une grande gaieté. Les pellicules développées montrent des jeunes riant aux éclats, s'amusant dans la neige. Ces photographies poignantes immortalisent des visages insouciants, ignorant totalement qu'ils documentent avec enthousiasme les tout derniers jours de leur vie sur cette terre isolée. Fin janvier, ils débutent l'ascension. La météo se dégrade brutalement. Une tempête de neige féroce se lève, désorientant complètement le groupe. Au lieu de redescendre s'abriter dans la forêt, Igor prend une décision funeste. Il ordonne de planter le campement sur le flanc désolé de la montagne morte, le Kholat Syakhl. Un lieu sinistre, balayé en permanence par des vents hurlants et glaciaux. Un choix tactique incompréhensible pour des alpinistes d'un tel niveau et qui va sceller définitivement leur destin sanglant. La nuit tombe et les températures plongent. Le journal de bord révèle une soirée paisible. Ils mangent et s'installent. Rien ne laisse présager l'horreur imminente. Puis, au cœur des ténèbres, un événement indicible se produit. Une force mystérieuse et fulgurante les terrifie au point qu'ils n'utilisent même pas la fermeture éclair. Dans une panique absolue, ils tranchent la toile de la tente de l'intérieur avec leurs couteaux, s'extirpant précipitamment de leur abri pour se jeter dans la nuit. Les traces laissées dans la neige glacent le sang des enquêteurs. 8 ou 9 silhouettes se dirigent vers la forêt sombre. Certaines portent des chaussettes, d'autres sont pieds nus ou enveloppés de lambeaux de tissu. Fait troublant, aucune empreinte ne suggère une course effrénée. Malgré la menace, ils avancent d'un pas ordonné, presque hypnotisés, vers un grand cèdre situé en lisière de bois. S'enfonçant dans les ténèbres glaciales, ils abandonnent derrière eux leur seule véritable chance de survie. Fin février, les secouristes découvrent enfin le campement déchiré, les affaires encore intactes à l'intérieur. Sous le grand cèdre, la macabre réalité frappe de plein fouet. Les restes d'un feu dérisoire accompagnent les 2 premiers cadavres en simples sous-vêtements. Les branches de l'arbre géant sont brisées jusqu'à 5 mètres de hauteur, arrachées par des mains ensanglantées. Ils ont grimpé frénétiquement pour voir ce qui approchait ou pour échapper désespérément à la chose invisible qui rôdait en bas, dans l'ombre. Entre l'arbre et la tente, 3 corps supplémentaires sont découverts, à moitié enfouis, dont celui du chef Igor Dyatlov. Leurs postures glacées sont univoques. Ils rampaient péniblement dans la neige pour retourner au camp. La menace initiale s'était sans doute dissipée, remplacée par l'étreinte mortelle de l'hypothermie. Rustem Slobodin présente une légère fracture crânienne, mais insuffisante pour causer sa mort. Le mystère devient étouffant. Pourtant, l'horreur absolue reste cachée sous les mètres de neige
du ravin tout proche. Au mois de mai, la fonte des neiges livre les derniers secrets de la montagne. 4 autres corps sont retrouvés au fond d'une crevasse. C'est ici que l'affaire bascule dans l'incompréhension totale. Ces victimes portent des blessures inouïes. Nicolas a le crâne pulvérisé. Lyudmila et Semyon ont la cage thoracique violemment enfoncée. Selon le médecin légiste stupéfait, la violence du choc est comparable à celle d'un accident de voiture à grande vitesse. Comment de telles blessures peuvent-elles survenir ici? Le plus troublant est l'absence totale de lésions externes. Pas de bleu, aucune écorchure. Comme si la pression phénoménale s'était exercée de l'intérieur, broyant leurs os. S'ajoutent à cela des détails profondément morbides. Lyudmila n'a plus ses yeux, ni ses lèvres. Pire encore, sa langue a été extirpée à la racine. Dépassées par ces faits effroyables, les autorités soviétiques concluent le dossier de manière expéditive et vague, attribuant le drame à une force naturelle irrésistible et inconnue. Ce verdict absurde révolte des familles. La zone est immédiatement fermée et militarisée pendant 3 longues années. Les spéculations envahissent l'espace public. La piste d'une attaque par la tribu indigène Mansi est explorée. Aurait-il puni la profanation d'un territoire sacré? Les enquêteurs l'écartent vite. Aucune trace humaine supplémentaire n'est trouvée autour de la tente et la violence des traumatismes osseux rend impossible l'utilisation d'armes humaines artisanales. Quelque chose d'infiniment plus puissant a frappé le groupe cette nuit-là. Les regards se tournent alors vers une hypothèse céleste. Un autre groupe, campant à 50 km, affirme avoir vu d'immenses sphères oranges incandescentes flotter la nuit du drame. L'inspecteur principal révélera plus tard avoir subi de lourdes pressions militaires pour classer le dossier sans suite après la mention de ces ovnis. Les randonneurs ont-ils trébuché sur un test d'armes expérimentales ultra secrètes dont l'échec terrifiant aurait provoqué un massacre silencieux sous les étoiles glacées? La théorie de l'arme secrète prend tout son sens face aux analyses troublantes. Les vêtements des victimes du ravin étaient lourdement imprégnés de radiation. Lors de la cérémonie funéraire à cercueil ouvert, les proches ont été horrifiés. La peau des randonneurs avait pris une étrange teinte cuivrée et leurs cheveux avaient blanchi. S'agissait-il de bombes chimiques provoquant des hallucinations collectives? Une folie furieuse qui les aurait poussés à s'auto-mutiler et fuir la tente? Les scientifiques proposent une explication invisible: les infrasons. L'architecture unique et austère du Kholat Syakhl crée des vents en tourbillons de Kármán. Ces phénomènes génèrent des ondes sonores inaudibles mais redoutables, capables d'induire chez l'humain une terreur primale absolue. Frappés d'une panique incontrôlable, les randonneurs auraient pris la fuite. Une fois l'effet dissipé en s'éloignant, ils se sont retrouvés égarés dans un froid mortel, piégés dans une nature impitoyable, sans équipement. L'hypothèse d'une avalanche de plaques est aujourd'hui privilégiée par les modèles informatiques modernes. Un bloc de neige extrêmement dense se serait détaché après le montage de la tente, écrasant les dormeurs et causant ces fractures d'une violence extrême. Terrifiés par une seconde coulée, ils auraient évacué en hâte. Cependant, de nombreux alpinistes rejettent farouchement cette idée. La pente était beaucoup trop douce pour une avalanche, et comment les empreintes délicates des fuyards auraient-elles pu subsister intactes sur la neige? Certains s'accrochent à l'idée d'une créature locale, le mystérieux Yéti de l'Oural. Le groupe publiait un petit journal satirique interne
dont la dernière entrée affirme que les hommes des neiges existent bel et bien. Blague innocente ou indice terrifiant? La force colossale, capable de broyer des os sans laisser d'égratignures superficielles, correspond troublamment au mythe d'une bête gigantesque. Un monstre rôdant dans les ombres qui aurait anéanti les campeurs avec une aisance sauvage. L'état insoutenable du cadavre de Lyudmila alimente les rumeurs les plus folles. Les experts affirment que l'eau du ruisseau a accéléré la décomposition de son visage face contre terre. Mais pourquoi la langue a-t-elle été proprement arrachée de la mâchoire? Pourquoi le doyen du groupe, Semyon Zolotaryov, un mystérieux vétéran ayant rejoint l'équipe au dernier moment, a-t-il été retrouvé avec son appareil photo autour du cou? En plein milieu d'une fuite paniquée sans chaussures, il prend le temps d'emporter cela avec lui. Les anomalies pullulent. Malheureusement, la pellicule s'est désintégrée. Avant le départ, Semyon confiait à ses proches que cette randonnée changerait sa vie et le rendrait célèbre. Que cherchait-il vraiment dans cet enfer glacé et isolé? 60 ans plus tard, en 2020, la Russie déclare de nouveau que l'avalanche combinée à la mauvaise visibilité est l'unique coupable. Dossier définitivement clos. Pourtant, les familles endeuillées rejettent cette conclusion trop parfaite, pointant du doigt les preuves physiques ignorées, les blessures inexplicables, les radiations, le ciel incandescent. Tout cela démontre une réalité infiniment plus sinistre que la simple force brute de la montagne. Les autorités veulent balayer l'affaire, mais le sang sur la neige reste indélébile. Aujourd'hui, le col Dyatlov protège toujours ses secrets derrière un voile glacial. 9 vies fauchées au sommet de leur jeunesse, dans une mise en scène macabre défiant toute logique scientifique. Sont-ils tombés sous les coups d'une nature impitoyable, d'une arme secrète ratée ou d'une force innommable venue d'ailleurs? Leurs visages figés dans un hurlement silencieux continue d'obséder les chercheurs du monde entier. Un puzzle effrayant, dont les pièces ensanglantées refusent catégoriquement de s'assembler, défiant le temps et l'oubli. La prochaine fois que vous camperez loin de tout et que vous entendrez le vent fouetter la toile de votre tente, souvenez-vous d'eux. Demandez-vous ce qui pourrait, à cet instant précis, vous terroriser au point de trancher votre abri de l'intérieur et courir pieds nus dans le néant glacé. Le mystère insondable du col Dyatlov n'est pas qu'une simple tragédie historique. C'est peut-être un avertissement macabre. Il y a des ombres dans les montagnes qu'il vaut mieux ne jamais réveiller.